Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo sur Jogjakarta, qui portera sur le risque volcanique, notamment sous l'influence du mont Merapi. Avant de plonger dans le sujet, il est important de rappeler brièvement le contexte géologique. L'Indonésie est un archipel formé par la collision complexe de quatre plaques tectoniques, correspondant à la subduction de la plaque indo-australienne sous la plaque eurasienne, créant ainsi l'arc volcanique Sunda Banda, faisant partiellement partie de la ceinture de feu du Pacifique. De ce fait, l'Indonésie est l'une des régions les plus sismiquement actives du monde et possède environ 130 volcans actifs. Le Merapi, un des volcans les plus actifs au monde, est un stratovolcan d'environ 3000 mètres, situé à 30 km au nord de Jogjakarta. Le climat est de type tropical de mousson, avec une saison des pluies entre octobre et avril et une saison sèche entre mai et septembre. L'amplitude thermique annuelle de moins de 5 degrés Celsius et quotidienne pouvant atteindre 10 degrés avec des températures allant de 22 à 32 degrés. Les pluies sont plus intenses sur le flanc ouest du Merapi, avec des précipitations exceptionnelles pouvant atteindre 466 mm par jour. À titre de comparaison, les précipitations annuelles à Paris sont d'environ 750 mm. Dans cette vidéo, nous allons aborder le risque volcanique à Jogjakarta, constitué par le mont Merapi. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps définir ce qu'est le risque, à travers l'aléa et la vulnérabilité, la prévention et la gestion des catastrophes. Enfin, nous traiterons de l'éruption malheureusement exceptionnelle de 2010, à travers le témoignage d'un agent de surveillance du Merapi. On parle de risque lorsqu'un aléa touche une vulnérabilité. L'aléa est le phénomène naturel ou technologique, volcanique dans notre cas, et la vulnérabilité correspond à la fragilité des populations, des infrastructures, du bâti et des activités face à cet aléa. Elle dépend de plusieurs facteurs, comme la densité de population, la qualité des constructions, la préparation aux catastrophes ou encore la capacité de réponse des sociétés exposées. Le Merapi présente une alternance entre de longues phases d'extrusion de dômes de lave et des épisodes explosifs courts, ponctués par des épisodes explosifs violents tous les 26 à 54 ans. Les éruptions du Merapi sont caractérisées par des coulées pyroclastiques ou nuées ardentes correspondant à des courants de gaz surchauffés et de roches dévalant les pentes jusqu'à 700 km/h, résultant de l'effondrement du dôme de lave. De plus, les chutes de cendres perturbent la santé, le trafic aérien et les infrastructures. Depuis 1500, 61 éruptions ont tué environ 7000 personnes. Cependant, il est très important de noter que le Merapi ne présente pas uniquement un risque pendant ses phases éruptives. En effet, lorsque de fortes précipitations frappent les pentes du volcan, ces dernières mobilisent les matériaux volcaniques déposés sur les flancs, formant ainsi des lahars, terme indonésien désignant des coulées de débris dévalant les pentes à une vitesse comprise entre 7 et 29 km/h avec un débit pouvant dépasser 1800 m3/s, suffisant pour détruire des villages entiers. La zone qui entoure le volcan est densément peuplée, avec plus d'1 million de personnes vivant sur les pentes du Merapi, dont plus de la moitié dans des zones à haut risque. La densité de population dans un rayon de 10 km est de 764 habitants par kilomètre carré, avec certains villages dépassant 1500 habitants par kilomètre carré. Depuis plus de 30 ans, des milliers de migrants s'installent dans des zones sujettes aux inondations et aux lahars le long de la rivière Code. En plus de la vulnérabilité humaine, les infrastructures et transports sont également sous l'emprise du Merapi. Le réseau routier est dense, mais la qualité des routes diminue avec l'altitude. Sans oublier qu'une fois recouvertes de cendres, les routes deviennent glissantes et compliquent les évacuations. Ajoutons à cela le fait que c'est la moto, le moyen de transport principal, avec une moto pour 5 habitants, contre une voiture pour 43 habitants, pour comprendre la complexité d'évacuation de la région. Sans oublier le faible accès aux services médicaux sur les pentes élevées du Merapi. Après avoir caractérisé le risque que représente le Merapi, on se pose certainement tous la même question. Mais pourquoi vivent-ils aussi proches du cratère? D'une part, la pression démographique joue un rôle majeur. La densité de population élevée dans cette région force certaines communautés à s'installer dans des zones à haut risque. D'autre part, des facteurs économiques justifient cette présence humaine. Après une éruption, les matériaux volcaniques déposés enrichissent les sols, favorisant une agriculture plus productive. De plus, l'exploitation des ressources volcaniques, notamment le sable et la pierre, constitue une activité économique importante pour de nombreux habitants. Des raisons spirituelles justifient également la présence d'individus sur les flancs du volcan, mais nous développerons ce point plus tard. Le Merapi est l'un des volcans les plus surveillés en Indonésie et la tâche est réalisée par le CVGHM, Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation. En plus de la mise à jour des cartes des risques,
Il existe 5 postes d'observation qui transmettent les données en temps réel, mais également des postes plus traditionnels. J'ai eu la chance de pouvoir filmer à l'intérieur de l'un d'eux, où l'agent de surveillance, muni de ses jumelles, scrute le volcan et s'apprête à signaler l'alerte en frappant sur le Ketangan, un gong traditionnel dont le rythme varie en fonction de la gravité des événements et de la nécessité d'évacuer. Dans des postes plus modernes, l'alerte est transmise via sirène. Il existe également le réseau communautaire Jalin Merapi, qui diffuse des informations via radio, SMS et réseaux sociaux. L'éruption de 2010, la plus violente depuis 1872, a causé 277 blessés, principalement par inhalation de cendres, ainsi que la destruction de 1200 bâtiments. Après la saison des pluies, 3000 personnes se sont retrouvées sans abri. Le trafic aérien a été fortement perturbé avec 2520 vols annulés, entraînant un impact économique majeur. De plus, 429 lahares ont été recensés entre 2010 et 2014, détruisant routes et barrages sabots. Bien que des signes précurseurs aient été observés dès novembre 2009, l'éruption a débuté le 26 octobre 2010. L'agent de surveillance, également auteur d'un ouvrage photographique retraçant les événements chronologiquement, nous a raconté l'éruption en détail. Son témoignage complet se trouve dans la description ou en fiche à la fin de la vidéo. Nous pouvons retenir de ce récit l'ampleur spatiale de l'éruption, avec les villes touchées ainsi que la hauteur impressionnante des nuées ardentes et les dégâts causés aux humains, aux animaux, aux bâtiments et aux infrastructures, sans oublier l'impact prolongé des lahares. Il est intéressant de noter qu'il précise: la première éruption a eu lieu le 26 octobre 2010, avec des nuées ardentes qui ont dévalé jusqu'au village de Kinaadiro, où vivait Mba Maridjan. Cette mention témoigne de l'importance de la spiritualité dans la perception locale du volcan. Mba Maridjan, gardien spirituel du Merapi, était chargé de maintenir l'équilibre entre les forces de la nature et les hommes, selon les croyances javanaises. Fidèle à sa mission, il a refusé d'évacuer malgré les avertissements et a péri lors de l'éruption. Son rôle symbolise le lien profond entre le Merapi et les traditions javanaises, où le volcan est perçu non seulement comme une menace, mais aussi comme une entité sacrée à respecter et à comprendre. C'est après l'éruption de 1994 qui a causé la mort de 64 personnes qu'un vrai tournant est pris dans la gestion du risque volcanique au Merapi. À partir de là, les procédures d'évacuation sont améliorées et une coordination plus efficace est mise en place. Désormais, c'est la BNPB, Agence nationale de gestion des catastrophes, qui coordonne la réponse aux éruptions. La surveillance repose sur un système à 4 niveaux d'alerte, avec des mesures adaptées à chaque situation. Lorsqu'on atteint le niveau 4, c'est le CVGHM qui peut ordonner l'évacuation immédiate des populations exposées. En théorie, ce dispositif semble bien organisé, mais en pratique, l'évacuation est souvent retardée. Beaucoup d'habitants attendent de voir un danger immédiat avant de partir par crainte de quitter leur terre trop tôt. D'autres déplacés retournent chez eux en journée malgré les consignes de sécurité, notamment pour s'occuper de leur bétail ou vérifier l'état de leurs habitations. La réponse institutionnelle est bien rodée, mais les contraintes logistiques compliquent les évacuations. Entre routes endommagées, manque de moyens de transport et incertitude des habitants, gérer une crise volcanique au Merapi reste un défi permanent. Les habitants du Merapi vivent avec le volcan depuis des générations, et leur histoire d'adaptation aux éruptions successives façonne leur perception du risque. Les récits des éruptions passées sont souvent transmis oralement, de génération en génération, au sein des communautés rurales. Mais malgré cette mémoire collective, les comportements en cas d'éruption restent influencés par des croyances locales et un certain scepticisme vis-à-vis des alertes officielles. L'éruption de 2010, la plus violente depuis 1872, a cependant marqué un tournant. Elle a conduit à une meilleure prise en compte des recommandations des autorités, à un élargissement des zones d'évacuation ainsi qu'à une modernisation des moyens de surveillance et d'alerte. Mais la gestion du risque au Merapi fait face à un défi. Comment maintenir cette mémoire vivante? L'urbanisation rapide, notamment dans la plaine de Jogjakarta, amène une nouvelle population moins consciente des dangers volcaniques. La résilience repose en partie sur les connaissances locales, mais ces savoirs traditionnels sont parfois en décalage avec les données scientifiques modernes. Et surtout, comme sur d'autres volcans, l'oubli du risque est fréquent après une période d'accalmie. Plus le temps passe sans éruption majeure, plus les populations ont tendance à revenir dans les zones à risque, oubliant la puissance destructrice du Merapi. Notre série de vidéos sur Jogjakarta touche à sa fin. Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous trouverez en description l'Atlas du Merapi, réalisé par Franck Lavigne, Julie Morin et Sourono. Nous vous rappelons également que les témoignages complets de l'agent de surveillance est disponible à l'écran ou dans la description. Nous vous remercions d'avoir suivi nos vidéos.
dan sekitar Au revoir. jaraknya 30 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Oke.